Tout d'abord, bonjour à tous. On va commencer par une carte d'identité de nos sociétés qu'on représente. Alors, Forecast Group, bientôt très connu. On a bien entendu que Mecachrome l'était déjà. Nous, on y travaille pour que que Forecast arrive à ce niveau-là. Qui est Forecast Group? Nous sommes experts du système d'information pour les entreprises industrielles. Nous sommes intégrateurs d'acronymes barbares que sont le PLM, le RP, l'IoT et le CRM. Le groupe fait aujourd'hui 85 millions et nous sommes aujourd'hui 450 connexateurs. Je reviendrai sur le terme connexateur. Je vous laisse y réfléchir et François va vous parler de Mecachrome. Bonjour, François Bergenot, je suis Digital Officer pour le groupe Mecachrome. Mecachrome, c'est une société qui a été fondée en 1937, fait de la mécanique de précision. On travaille à 80% pour l'industrie aéronautique, que ce soit sur des structures ou des pièces de moteur. On fait 15% d'automobile, de l'auto-premium et du sport automobile. On est assez fiers de ça parce qu'on fait notamment les moteurs pour Alpine en Formule 1 et on fait l'ensemble des moteurs pour les circuits Formule 2, Formule 3. Et on fait 5% d'activité dans défense, nucléaire, énergie spatiale. Aujourd'hui, on a 22 sites. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a connu une grosse crise avec le Covid, on est descendu plus bas. Et sur les 2 dernières années, on a pu faire des acquisitions avec le rebond de la filière. Donc 4 entreprises en 2 ans, ce qui a amené beaucoup de changements, on va en parler tout à l'heure, qui nous permettent de revenir à une masse de 4800 collaborateurs, 22 sites. Et on est présent donc essentiellement en France, au Canada et au Maghreb via le Maroc et la Tunisie. Merci François. Alors je vous le disais, nous sommes des connexateurs. Connexateur, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de connexion et d'acteurs. On a, en tant que connexateur, une grande mission et une belle conviction. En termes de conviction, on est convaincu que la data, aujourd'hui, et la circulation de l'information dans le système d'information doit servir l'industrie et en tout cas un des vecteurs de compétitivité pour l'industrie. Notre grande mission, c'est construire l'industrie de demain. Alors l'industrie de demain, qu'est-ce que c'est, vous me direz-nous? Alors on peut parler de cloud. L'industrie de demain sera certainement cloud. Elle sera notamment cybersécurité. Elle intégrera de la data. Oui. Mais pour nous, l'industrie de demain, c'est surtout une industrie qui doit répondre aux défis de nos filières industrielles. Alors aujourd'hui, je représente principalement la filière aéronautique, dont je suis porteur de l'offre. Mais on a chez Forecast 4 grands domaines des filières d'activité, que sont l'aéronautique, le manufacturing, la distribution et l'agroalimentaire. Évidemment, chacune de ces filières a des défis particuliers auxquels elle doit relever pour être plus performante et résiliente demain. Alors, on a la chance d'avoir Mecachrome à nos côtés aujourd'hui. On va évidemment parler d'aéronautique. Les grands défis de l'aéronautique aujourd'hui, certains qu'on retrouve dans les filières, on va parler de diversification, de collaboration, de performance, de qualité et d'attractivité. Alors, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous de tous ces grands défis. On va se focaliser ce matin avec la présence de François sur la performance industrielle au travers de 3 axes. La digitalisation, comment je fournis les outils digitaux sur le shop floor. Le process connecté, l'information et la data alimentent aujourd'hui ces process. Et le dernier sujet, c'est le monitoring. Pour ça, on va s'appuyer sur une technologie, un acronyme qui est l'IoT, Internet of Things. Et François va vous expliquer comment aujourd'hui il travaille et comment on travaille avec lui sur comment rendre un nouveau modèle industriel performant. Merci Guillaume. Pour adapter un petit peu le discours à main levée, qui est familier avec l'IoT? Au moins les termes? Ok. Donc pas tout le monde, je vais essayer de faire un petit peu didactique. Ce que j'ai prévu de vous raconter ce matin, c'est comment on s'y est pris de manière digitale chez Mecachrome dans l'ensemble. Et ensuite s'attarder sur 2 use cases IoT, parce qu'on ne fait pas que de l'IoT,
pour montrer comment on a créé de la transparence avec nos clients et comment on a essayé d'amener de la performance sur le shop floor dans une usine via la mise en œuvre d'une application de TRS. J'espère que je n'ai pas déjà dit trop de gros mots. En termes de contexte, comme je vous le disais tout à l'heure, chez Mecachrome, on a subi très durement le Covid. Pour vous donner une idée, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc c'est très brutal hein, pour une entreprise industrielle d'une certaine taille. Alors même qu'on était en transformation, on a déplacé notre siège social, on a essayé de spécialiser nos usines parce que Mecachrome, c'était déjà en soi un ensemble d'entités variées qui s'étaient regroupées. Et comme je vous l'ai dit, en plus, on a consolidé, on a même racheté des entreprises assez conséquentes par rapport à notre taille. Donc on doit à la fois résoudre des problèmes d'obsolescence de certains systèmes, d'hétérogénéité entre plein de systèmes issus de l'histoire de chacune des entités. Et tout ça, ça pose pas mal de problèmes quand vous voulez poser des standards, exploiter de la donnée, quand il y en a partout, sous différentes formes et sous différentes qualités. C'est pas plus simple. En revanche, on avait quand même un certain nombre d'opportunités, notamment une certaine filière d'excellence opérationnelle via ce qu'on appelle des Focus Factory. Donc on en avait 2 chez Mecachrome. Je vais expliquer dans un instant ce qu'est une Focus Factory par rapport à une ligne industrielle classique. Et une équipe R&D très investie et très forte dans le fait de monter ce type de ligne. Donc quand on a abordé notre mission digitale, on a couplé l'équipe digitale avec l'équipe R&D, l'équipe R&D travaillant sur le monde physique. Quelles sont les machines, quelle est la bonne ligne, quels sont les bons flux. Et l'équipe digitale amène l'ensemble du monde logique, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, comment on va orchestrer les processus, les flux de données et quel type d'exploitation on peut faire de nos données pour servir nos clients et notre efficience opérationnelle. On est déjà là, parfait. Donc la Focus Factory, vous en avez une sous les yeux. Donc ça, c'est une partie d'une ligne qu'on a à Sablé-sur-Sarthe, où on a 2 Focus Factory. On en a une pour Safran Aircraft Engine. Donc c'est celle-ci et on en a une autre pour notre client Porsche. L'idée de la Focus Factory, c'est de l'excellence avec une certaine notion d'absolu. Donc la ligne dont on se parle là, elle a des lead time très courts, elle a un on-time delivery de 100%, donc on est systématiquement à l'heure, tout le temps, dans nos livraisons chez le client. Un niveau de qualité très élevé également, une très grosse flexibilité, la ligne elle-même est totalement personnalisée par rapport aux besoins du client. On essaye d'avoir des économies structurelles pour qu'elles soient rentables très vite. Et enfin, on travaillait dès le début, parce qu'elle a quand même un certain âge, cette ligne. On a travaillé dès le début à la rétention de CO2 et aux économies d'énergie. Ce qui fait la spécificité d'une Focus Factory par rapport à une ligne industrielle classique, c'est que vous mettez en œuvre un certain nombre de méthodes. Parce que ce que vous voyez là, c'est des machines, c'est une usine qui a l'air tout à fait normale de l'extérieur. Ce qui est important, c'est de bien la monter du premier coup. Il y a des choses à travers de l'amélioration continue que vous pouvez améliorer, mais il y a des choix que si vous avez fait les mauvais au début, vous ne les rattraperez pas, ou alors au prix de déplacer des machines ou de faire des choix qui sont très coûteux et qui vont venir nuire à votre rentabilité. Donc le modèle excellent, le penser très vite, très fort dès le début, ça implique un certain nombre de méthodes qui sont un petit peu le secret de fabrique de cette équipe-là. Alors sur la démarche digitale, comme je vous le disais, je vais aller assez vite là-dessus. On avait plusieurs combats dans l'intégration des sociétés. Côté IT notamment, il fallait qu'on puisse sécuriser l'ensemble des systèmes parce qu'il faut que tous ces gens-là puissent travailler ensemble. Il faut qu'on puisse mettre du collaboratif. Alors on est parti nous sur Office 365, mais quand vous avez des gens issus de sociétés différentes et qui ne peuvent même pas partager des fichiers parce qu'ils ont encore les adresses mail de leur ancienne boîte, tout ça, ça prend du temps. Donc il faut pendant une certaine période vivre dans cette espèce de chaos collaboratif, c'est pas simple. Et il faut avoir, et ça c'est le plus important pour les gens qui font de la digitalisation, un socle unifié de données. C'est-à-dire que chacun a ses ERP, ses systèmes de gestion, et toutes les données que nous on va pouvoir collecter pour mettre dans le cloud et faire de la data science, il va falloir s'adapter à plein de systèmes différents pour aller les chercher. Donc tout ça sont nos chantiers IT. Côté purement digital, on s'est concentré sur 2 chemins. Il y en a un, c'est le parcours d'industrialisation.
c'est comment on fait depuis le moment où le client nous envoie des données qu'on doit chiffrer pour monter une ligne, comment on fait depuis ce premier moment jusqu'au moment où on industrialise, où on fait notre ramp-up, jusqu'à la vie série, pour avoir un modèle qui justement tend à être bon du premier coup en travaillant main dans la main avec nos partenaires, avec notre client. Donc tout ça, ça rejoint un certain nombre d'initiatives qu'on qualifierait d'industrie 4.0. Et le deuxième chemin, c'est la trajectoire industrielle sur l'ensemble des systèmes existants pour avoir une exploitation de la donnée en transparence avec le client. Donc tout ça, ça fait blabla. Je vais essayer de vous prendre 2 cas concrets où on a essayé de travailler sur ces 2 sujets. Dans les usines, ce qu'on pouvait trouver avant de commencer, c'est des systèmes où on va avoir donc un lien avec nos clients, les sites centraux, mais en général dans une usine, en tout cas chez Mecachrome, mais ce n'est pas vrai partout puisqu'elles sont toutes différentes, vous allez avoir donc en général un ERP ou une GPAO, un système de gestion de la production, donc les données de gestion propres au site. Vous allez avoir des outils que l'usine s'est acheté pour être bonne sur certains types de sujets, du SPC, de la qualité, etc. Tout un tas de développement interne fait par des stagiaires ou des geeks et qui sont en général pas trop appréciés par l'IT mais qui ont une très grande valeur métier. Parfois de la mobilité, du MES. Le MES, c'est bon pour tout le monde. C'est ce qui permet de gérer l'ensemble des instructions de travail pour les collaborateurs et les pointages de temps. Donc c'est fondamental. C'est ce qui fait que c'est la notice IKEA. Voilà, vous avez les pièces, vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et vous cliquez à chaque fois, c'est ce qui garantit que chaque opérateur fait ce qu'il faut avec les instruments qu'il faut, dans l'ordre qu'il faut, dans le temps qu'il faut. Donc ça, ce sont des données qui pour nous sont fondamentales parce que s'il y a des manques de performance ici, il faut qu'on puisse le mesurer. Et évidemment, une montagne de fichiers Excel ou Power BI où on essaye de résoudre tous les problèmes locaux avec l'intelligence locale. Ce qu'on essaye de faire nous pour avoir une vision à la fois groupe et qui soit pertinente et qui puisse passer à l'échelle, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de rendre une usine performante, c'est de rendre l'ensemble de l'entreprise performante. On essaye à la fois de poser des plateformes, peu de plateformes, pour qu'elles deviennent des standards groupes et que petit à petit, les ensembles que je vous montrais dans le slide précédent, on puisse les migrer là-dessus et les rendre plus pérennes sur des technologies plus standards, donc qu'on sait administrer avec moins de personnes, et où on va avoir plus de flexibilité parce qu'il y aura moins de techno, donc on les maîtrisera plus fort. Pour faire ça, on fait donc des choix de plateforme. Tiens, reviens sur Sianda une seconde. Et on va tout le temps aller chercher un use case métier, même si on construit l'usine du futur, on va chercher un problème qu'on a dans une usine d'aujourd'hui. Donc on prend un problème d'aujourd'hui qu'on va essayer de résoudre sur une plateforme de demain qu'on ne maîtrise pas bien. Et si on y arrive, eh ben, ce use case, on va en faire un produit interne qu'on va essayer de dupliquer dans toutes les usines. Et vu qu'on sera plus fort sur la plateforme, eh ben, on va essayer de faire de plus en plus de choses sur cette plateforme, ce qui permettra de faire 2 choses. 1, tout ce qui est nouveau, on le fera sur nos nouvelles plateformes. 2, tout ce qui est vieux et qu'on veut le remplacer, on le fera aussi sur les nouvelles plateformes. Et c'est en ça que la démarche digitale va permettre aussi d'unifier un petit peu toutes nos pratiques. Pour faire simple, vu qu'on est une ETI et qu'on ne veut pas se comparer aux grands groupes qui ont des moyens que nous, on n'a pas, on a choisi 3 axes de travail pour une équipe digitale. Les 2 premiers vont de pair. Le premier, c'est la data. Quelles sont les données qu'on a dans l'entreprise? Comment on les capte? Quelle gouvernance des données on met pour s'assurer que nos données soient propres et disent la vérité? Et comment on les exploite d'une manière consolidée pour le COMEX, pour nos actionnaires, pour produire une vérité intangible et inaliénable automatique, et en même temps amener de la donnée à tous les utilisateurs qui en ont besoin pour produire de l'intelligence à leur échelle, à leur niveau, dans leur responsabilité. Et l'IoT, c'est ce qui amène le complément, parce qu'en général, ces données-là, c'est des données issues des systèmes de gestion et des Excel. Et il y a un autre champ qu'on veut traiter, c'est tout ce que nous racontent nos machines dans les usines. Donc l'IoT va nous permettre d'aller attaquer la mine de données qu'on a dans nos usines et qu'on n'adresse pas autrement. Et comme je vous le disais, on va faire des use cases un par un sur chacune des plateformes. On va capitaliser sur notre expertise. Et au fur et à mesure, ces use cases, on les transforme en produits et pas à pas, on déploie. Ce qui fait qu'on arrive à faire des choses qui sont petites, pas trop coûteuses, à notre échelle et qu'on déploie plus rapidement.
Pour terminer sur la vision roadmap, etc., la Focus Factory, en fait, ce modèle industriel parfait, entre guillemets, qui est notre vision de la perfection, au niveau digital, eh ben, on se l'est raconté par briques technologiques. Donc c'est flou, c'est pas par hasard, c'est notre secret industriel. Donc je voulais vous montrer la méthode sans vous montrer le contenu. Mais en gros, on a défini sur l'ensemble des métiers de l'usine, on essaye en un seul slide de mettre toutes les briques sur lesquelles on décide de travailler. Donc c'est ce qu'on vend à nos chefs. On dit voilà, l'usine digitale du futur, c'est cet ensemble-là. Ensuite, on essaye d'avoir deux axes. Le premier, c'est de dire on a un certain nombre de plateformes et on ne veut pas en déborder pour pas qu'il y ait trop d'hétérogénéité. Donc, on choisit quelle brique on va faire sur quelle plateforme et ça nous engage. Parce qu'en termes d'investissement, on ne va pas venir acheter des plateformes toutes les 2 minutes. On demande un investissement fort au début sur une plateforme. On montre dès le début que ça va être rationnel et qu'on va l'utiliser sur un certain nombre de sujets. Et enfin, par transparence, on montre, ça c'est l'échelle de grille des boîtes, notre niveau de maîtrise des sujets. Donc sur les 2 ans depuis lesquels on travaille sur cette Focus Factory, tout ce qui est noir, c'est en prod et à l'échelle. Tout ce qui est gris foncé, c'est avéré. On a fait quelque chose qui est en prod, mais qui est de manière unitaire, donc pas encore déployé, mais qui marche. Et puis les tout blancs sont les sujets où on sait qu'on veut y aller, mais on n'a pas encore l'idée de comment on va faire. Donc ça, je voulais vous le montrer parce que c'est un outil un peu sympa pour montrer à une direction tous les acronymes barbares qui ne comprennent pas, mais qui permet d'expliquer ce que vous voulez faire et votre niveau de maturité à l'instant T. Alors maintenant, on va parler de choses très concrètes. On va regarder deux use cases qu'on a pu faire dans l'entreprise via la plateforme IoT, donc sur la base de données industrielles. Les use cases qu'on a fait sont le bébé de 2 personnes. Le premier, c'est Jean-Luc, qui est là-bas dans le coin. Et il y en a un autre qui s'appelle Loïc et qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on a une pensée pour lui. Pourquoi on s'est lancé dans l'IoT? Alors, on a fait un petit travail théorique au début. Quand on s'est dit, on est une ETI, on n'a pas beaucoup de sous, comment on adresse la digitalisation? Et on a vu qu'il y a tout un tas de technologies accessibles, mais elles ne sont pas toutes bonnes pour démarrer. Donc, on a suivi les conseils et on a vu qu'il y en avait 4 qui étaient bonnes pour démarrer. Et vu que nous, on voulait faire un sujet très industriel, on a opté pour l'IoT. Donc, ce n'est pas un choix qu'on a fait comme ça. En termes de cibles possibles, alors il y a une petite animation, voilà. Tu peux même mettre l'autre, je pense. Quand vous faites de l'IoT, vous pouvez le faire pour 2 raisons. La première, c'est générer du cash, de l'argent, avec votre démarche IoT. Nous, ce n'est pas le propos. On n'est pas dans du business digital. L'IoT, on l'utilise pour 2 choses. Rendre la vie plus simple et plus agréable à nos clients et rendre la vie plus efficiente et plus productive à nos collègues. Donc on a fait 2 use cases. Le premier pour les clients, le deuxième pour les collègues. Je vais trop vite ou ça va? Faut que j'accélère? Bon, j'essaie d'aller plus vite. On a fait un choix qui est PTC. Donc ça, c'est l'éditeur. Les 2 plateformes qu'on a prises, c'est Kepware. Kepware, c'est l'outil qui permet de capter les données des machines. Et ThingWorx, c'est la plateforme où on développe les outils qu'on fait. Et le partenaire, c'est Forcad, parce que on les connaissait, ils sont d'une taille avec laquelle on peut discuter. Quand on est Mecachrome et qu'on discute avec une trop grosse boîte de service, on ne compte pas et c'est très vite compliqué. Et ils étaient près de nous et ils ont la même culture que nous de l'engagement et de la livraison rapide. Donc sur notre usine de Sablé où on fabrique les aubes de turbine, donc les aubes de turbine, c'est ce petit produit-là qu'on retrouve au cul du moteur de l'avion, qui est fabriqué donc par Safran Aircraft Engine. La spécificité de ce produit, c'est qu'on l'usine totalement dans un bloc de titane parce que c'est des produits qui encaissent énormément de chaleur. Donc il faut un outil industriel d'un certain niveau de performance pour pouvoir usiner du titane rapidement avec un niveau de qualité très fort. Le premier sujet qu'on a fait, et il est issu directement de notre patron puisque notre nouveau logo commercial c'est Industrialize Trust, comprendre industrialiser la confiance. Donc on s'est dit comment générer de la confiance chez nos clients et le premier truc qu'on a fait c'est de dire on va leur donner un accès direct aux données brutes de notre ligne. C'est-à-dire que si on ne travaille pas bien, si on a des problèmes chez nous, le client le sait directement, tout seul, sans filtre. Donc sur la base des données présentes sur la ligne qu'on vient de voir, on les a captées avec la plateforme IoT. On a pu formaliser très rapidement ce dashboard
qui parle de notre stock de matières premières, de l'adhésion au plan de production qu'on a vendu aux clients, c'est-à-dire qu'on vous a fait une promesse, est-ce qu'on est en train de la tenir, les déviations qu'on peut avoir, est-ce que le flow time sur la ligne il est conforme à ce qu'on veut, et puis est-ce qu'on a du rebut, c'est-à-dire est-ce qu'on a mal travaillé sur certaines pièces. Et tout ça c'est important pour plein de raisons. Alors pour faire un petit retour d'expérience sur ce sujet-là, quand vous mettez ce type de démarche au début, le client il est très content parce qu'il se dit enfin on va plus me raconter de pipeau, je vais avoir les infos en direct. Sauf que dans une usine, il y a plein de problèmes tout le temps. Et donc quand vous amenez le client dans votre intimité, il voit tout ce qui ne va pas. Donc il s'affole. La réalité, c'est que dans une usine, la plupart des problèmes, vous les résolvez dans la journée. Donc au début, c'est un peu la panique. Mais après, très vite, le client se rend compte que lui, il a quand même ses pièces à l'heure qui arrivent chez lui. Je vous ai montré les stats de la ligne avant, hein, donc on est plutôt bon et il ne comprend pas pourquoi la ligne est bonne alors qu'on lui annonce des problèmes. Et donc petit à petit, il comprend que ses confrères de chez Megachrome qui bossent, ils font du bon travail parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils les résolvent très vite. Le deuxième truc qui se passe, c'est qu'avant, quand lui, il avait des problèmes, déjà, il constate le problème quand il est déjà chez lui, donc c'est déjà assez tard. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il parle à ses achats, qui parle à notre commerce, qui parle à notre usine. Donc on a un téléphone arabe qui se met en place, qui rajoute du temps, qui déforme le propos et qui n'aide pas à résoudre les problèmes vite. Là, le client, il a le numéro du directeur de l'usine. Quand il voit un chiffre qui ne lui plaît pas, il peut l'appeler dans la minute. L'autre truc qui est bien, c'est qu'ils se parlent en industriel. C'est le gars d'une ligne qui parle à un gars d'une autre ligne et ils savent faire les compromis les uns avec les autres pour trouver des solutions beaucoup plus vite. Donc tout ça pour dire que cette transparence dont on a peur au début, très rapidement, elle amène et de la vertu et de la confiance. Et par ailleurs, votre client parfois peut être impliqué dans la cause de vos problèmes. Si je prends un exemple récent avec la guerre en Ukraine qui a eu pas mal d'impact sur les livraisons de titane, nous, nos stocks de matières premières, ils sont issus d'un fournisseur qui est mandaté par notre client. Si on ne produit pas assez vite parce qu'on n'a pas assez de matières premières, on a un moyen tous les jours de rappeler au client qu'il doit faire quelque chose. Et pour terminer là-dessus, ce KPI, ils peuvent y accéder en cliquant dans un lien qui est sur le mail, directement dans leur téléphone. Et la plateforme telle qu'on l'a développée avec Forcad s'adapte à la taille de l'écran du téléphone et permet d'avoir... c'est pas du vrai temps réel parce que c'est rafraîchi 2 fois par jour, mais ils ont une version 2 fois par jour des chiffres qu'on peut avoir. Donc ça, c'était le premier use case orienté client. Ensuite, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on bosse un petit peu pour nos camarades de la ligne. Donc, on a eu une démarche sur le TRS. Qui n'est pas familier avec le sujet du TRS ? Tout le monde connaît ? Bon, alors, je vais expliquer très vite. En gros, quand vous avez une ligne qui tourne 24 heures sur 24, avant même de savoir si vous pouvez l'améliorer, le vrai sujet qui peut l'impacter, c'est qu'elle s'arrête. Donc le TRS, ça sert à mesurer la performance au regard des arrêts. Donc si vous partez d'un monde où vous avez un temps total, vos machines ne tournent pas quand l'usine est fermée, elles ne marchent pas non plus quand vous avez planifié qu'elles ne marchent pas, elles ne marchent pas quand vous avez des pannes, des changements de production, des réglages à faire, elles ne marchent pas quand il y a des écarts entre l'histoire que vous vous racontez de votre production et ce qui se passe réellement, et elles ne marchent pas quand vous avez fabriqué des trucs mais que les pièces sont de mauvaise qualité et donc ça ne compte pas. Donc vous avez X causes qui impactent votre performance. Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est mesurer ces causes, les quantifier et les mettre à disposition des gens de la ligne pour qu'ils puissent développer des plans d'action pour résoudre tous ces problèmes. Et au fur et à mesure qu'ils vont résoudre les problèmes, le temps utile va augmenter et se rapprocher du temps total et la ligne sera plus performante. Voilà, c'est bêtement mathématique. Donc ce qu'on a voulu faire, on a développé une appli, ça c'est pas les écrans les plus beaux, c'est juste pour dire que dès le début on s'est dit ce produit, pour rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un produit universel, on le veut pour toutes les usines. Donc on a commencé par créer toutes les usines, toutes les UAP, tous les sous-modules des UAP, ce qui fait que de manière intuitive, quand le gars il clique, il dit hop, je suis dans cette usine, je suis dans cette UAP, et donc on a un moyen de naviguer dans l'outil. Ensuite, ça c'est la vérité qui remonte sur des écrans qui sont des gros écrans en haut de l'usine pour rendre visible à tout le monde, y compris aux gens auxquels on fait visiter l'usine, on voit la performance directe totale. Donc là, vous avez c'est un module, ça ce sont des machines, et les cases blanches, c'est des arrêts. C'est des choses qu'on ne veut pas voir. Et donc typiquement, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Alors on est déjà à des niveaux de performance pas mal, mais si on veut être parfait, faut aller tacler ça. Ça, c'est un deuxième écran
qui est affiché dans l'usine partout. C'est un autre gain de performance. Ça montre déjà si les usines marchent ou ne marchent pas. Donc quand une usine ne marche pas, c'est bien d'avoir un point rouge qui s'affiche tout de suite. Le deuxième truc important, c'est qu'on a le temps avant lequel la machine va solliciter de l'aide de la part d'un opérateur. Donc quand vous avez plein de machines, là sur la ligne en question, on est à plus de 30 machines. Et quand vous avez peu d'opérateurs et que c'est la nuit, si vous ne voulez pas qu'ils courent partout, le mieux c'est de savoir leur dire priorise là, priorise là, priorise là, c'est un vrai gain de temps. Next. Donc là, on rentre dans les interfaces sur les PC. Maintenant, c'est des affichages un peu moins jolis parce qu'ils sont moins dans l'usine. L'opérateur, il voit ses lignes, il voit les machines dont il est responsable et donc il voit tous les arrêts qu'il a là. Et on lui demande, on lui impose de justifier les causes d'arrêt. Et c'est lui qui dit ce qui s'est passé. Mais on ne lui demande pas de raconter ce qui s'est passé, on lui demande de sélectionner dans une liste finie de causes ce qui s'est passé. Parce que s'il raconte ce qu'il veut, c'est impossible à traiter. Que si on a des causes déterminées, on va pouvoir vraiment avoir des axes de travail derrière. En revanche, on lui permet aussi de mettre un commentaire, ce qui fait que quand on va faire du big data derrière et de la data science, donc ça on fera ça dans le cloud, on pourra analyser beaucoup plus d'informations. Mais le TRS en lui-même permet de traiter des infos déjà enrichies. Et donc le manager, lui, revoit le même écran, sauf qu'il bénéficie des causes liées aux arrêts. Et s'il y a des arrêts liés à un facteur humain, il peut intervenir immédiatement. Pour la petite histoire, quand on a mis en place ce truc-là la première fois, il y a un truc qui a sauté aux yeux tout de suite. Il y avait une grosse bande blanche de haut en bas. Et en fait, on s'est rendu compte que l'équipe de nuit finissait un petit peu plus tôt par rapport au plan de prod. Et bien tout de suite, on a réalourdi le plan de prod parce qu'on pouvait produire plus de produits. Et le gain, enfin la perte de ne pas l'avoir fait était énorme, le gain de le faire est devenu énorme aussi. Juste parce que ça bossait pas et on ne le voyait pas. Ensuite, on a des cockpits qui permettent de voir, donc vous avez vu les différentes lignes tout à l'heure que je vous montrais, donc le taux de rendement synthétique, le taux de rendement général. On mesure ses performances d'un point de vue consolidé à la hauteur de l'usine. On peut descendre dans le module, dans l'UAP, on peut descendre jusqu'à la machine. Et sur l'écran, et donc on a évidemment une navigation qui permet de voir aujourd'hui, hier, avant-hier, etc. Donc on capitalise sur la progression de la performance ou la progression des problèmes. Ensuite. Et on peut même mettre en favori quand on a des machines suspectes. Le manager peut se les mettre en favori pour avoir un monitoring très fin de ces machines-là. Et si on veut mettre du prédictif, ensuite on le fera, mais on a déjà un moyen d'alerter de manière plus franche. Et évidemment, une projection dans la durée pour voir le temps tel qu'il évolue. On avait une petite vidéo que j'imagine on n'aura pas le temps de passer. Ce que cette vidéo montrait, c'est qu'en fait, on a pu très tôt dans le projet faire tous les écrans qu'on vous a montrés. Parce qu'on a l'outil le permet de faire des mashups. Donc pour vendre le projet en interne, c'est très bien parce que vous dites aux gens ce que tu vas voir, ça va être ça va dire ça, exactement tel que je viens de vous le montrer. Donc on leur a fait une petite vidéo qui a aussi permis d'accompagner le changement sur l'ensemble du projet, qui fait que le projet est adopté très très vite. On en est où autant là? J'ai explosé. Elle a duré 3 minutes. Non, mais on va pas la passer, c'est pas la peine. Merci infiniment pour. Alors, je savais que c'était un petit peu au pas de course, mais c'était vraiment, à mon sens, en tout cas, une conférence très intéressante, très passionnante et très concrète aussi. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, pour enchaîner, juste avant d'enchaîner avec Cédric Dupré et donc l'intelligence artificielle pour la maintenance, est-ce qu'il y a 2-3 questions, enfin une ou deux questions plutôt, au sujet de ce retour d'expérience? Sur le deuxième sujet, donc sur les collaborateurs, vous avez eu des résistances à l'adoption de ces outils qui, vous l'avez montré dans votre exemple sur l'équipe de nuit, permet d'identifier des choses qu'on n'identifiait pas avant, quoi. Et du coup, comment vous les avez levés? Alors, la réponse, elle est non, mais elle est un peu hypocrite. Parce que le use case où on l'a fait, en fait, Jean-Luc est là, il travaille depuis très longtemps dans l'usine. Le porteur du projet est depuis très longtemps dans l'usine. Donc déjà, on fait porter le projet par quelqu'un en qui les gens de la ligne ont une totale confiance. Ça, on ne pourra pas le faire à chaque coup.
C'est pour ça que je dis là non, mais normalement oui. Quand on va prendre ce produit, qu'on va l'emmener dans les autres usines, il va falloir qu'on prévoie le changement très fort. Parce qu'on sait qu'on va être confronté au même type de problème. Mais là, on a tout fait pour le premier cas, justement parce qu'on voulait que ça se passe bien. Donc on a une proximité avec l'usine. Les gens sur la ligne savent déjà qu'il y a des choses à améliorer, juste ils ne savent pas les quantifier. Donc là, on leur amène les moyens de le faire. Et surtout, on a communiqué très très tôt là-dessus. Donc les gens voient venir. Donc du coup, ils se préparent, ils s'en parlent, et finalement, ça se passe assez bien. Et l'équipe qui porte le projet étant localisée dans l'usine, ce qui là non plus ne sera pas toujours le cas, elle accompagne les gens au quotidien. Donc on a ce qu'on appelle un compelling event, qui fait que tout était réuni pour justement atténuer cet aspect-là. Mais la réalité, c'est qu'on va être confronté à ce problème-là dès qu'on va passer dans les autres usines. En revanche, l'avantage, c'est qu'on vient venir avec un produit qui est prêt, donc où on aura moins d'histoires de bugs, etc. à régler. Donc on pourra concentrer nos efforts sur ce sujet de la conduite du changement. C'est un vrai sujet.